Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi d'un focus spécial puisque ce soir ce sera Yves-Lys Boisset qui animera l'émission et qui sera en présence du préfet de région Alexandre Rochat avec qui elle fera un point assez complet sur la gestion de crise sanitaire. Vous pourrez d'ailleurs contacter le préfet en direct en composant le 96 10 10. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le jeudi 22 juillet 2021 et hier soir, les Sentinelles Guadeloupe étaient rassemblés place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Ils dénoncent la dictature sanitaire en marche et pointent du doigt l'obligation vaccinale. Pour l'heure, 75% de la population guadeloupéenne refuse cette solution. Ils encouragent donc les citoyens à prendre leurs responsabilités. Le reportage. Cette mobilisation, c'est pour faire écho à la colère qui est en Guadeloupe. On est quand même à plus de 80% de personnes qui refusent ce qui se passe, qui refusent la piqûre, qui refusent le pass sanitaire. Et par conséquent, il faut trouver une solution pour la Guadeloupe. On ne va quand même pas mettre en prison à ciel ouvert une grande majorité de la population. Donc c'est un rassemblement à laquelle nous avons invité tous les Guadeloupéens, tous les collectifs, tous les syndicats, tous les gens qui se sentent concernés, comme il y a eu samedi dernier, comme il y en aura d'autres dans la semaine, pour faire en sorte de montrer aux autorités que cette mesure est abjecte et qu'une grande majorité de Guadeloupéens la refusent. Ils n'ont pas encore vu la puissance citoyenne se développer. Pour eux, on va commencer à manifester et ils vont nous obliger, nous contraindre à céder parce que de toute manière, pour eux, ils ont leur plan qu'ils déroulent, ils ont leur méthodologie et que comme ils tiennent les gens par le travail, par le ventre, les gens vont se faire vacciner. Ils ont une obligation pour eux à faire les gens se faire vacciner, ils vont nous contraindre. L'arrêt du pass sanitaire, très concrètement, et puis qu'il y ait une meilleure collaboration entre les autorités locales et l'ARS et la préfecture. Aujourd'hui, nous avons des chiffres qui nous ont assénés, pour lesquels nous n'avons aucune possibilité de vérification et qui provoquent des mises en confinement, des mises en couvre-feu, des diminutions, des suppressions de libertés fondamentales. Et les gens acceptent ça un peu trop facilement selon nous. Donc nous sommes là pour encourager les citoyens à prendre leurs responsabilités, à montrer qu'ils sont mécontents et à le manifester. Retour maintenant sur la dernière plénière du Conseil régional. La collectivité a enfin mis en place ses commissions et Harry Chalus a toujours le même message de toute façon pour cette mandature, à savoir être au plus proche de la population. On l'écoute. C'est une obligation de pouvoir nommer des élus dans les commissions, des présidents de commission, vice-présidents, rapporteurs. Ensuite, des désignations dans les comités extérieurs, les organismes extérieurs, dans les lycées, à l'EACO. Donc, effectivement, c'est un travail de longue haleine. Nous avons pris le temps de bien vouloir travailler, voir un peu les élus qui sont intéressés, qui maîtrisent certains sujets, qui maîtrisent l'économie bleue, l'économie verte, l'éducation, la recherche, la santé, le sport. Donc ça a été un travail très difficile, très long, mais nous avons pu effectivement trouver des élus pour pouvoir nous représenter la collectivité régionale. Et aujourd'hui, nous avons entériné tous nos points à 100%. À la majorité, à l'unanimité même, je dirais. C'est un conseil, une plénière qui s'est très très bien passée, avec effectivement des échanges vraiment très fructueux entre la minorité et la majorité. Nous nous sommes fixés, par exemple, des défis dans les 100 jours à venir. Nous avons commencé à aller sur le terrain, ce que nous avons fait dernièrement à Boissard, à Sonis, à Courfleurette, parce que j'ai entendu certains dire oui, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Oui, il y avait beaucoup de jeunes parce que moi j'ai été vers les jeunes dans les sections. Des jeunes comme Campbell, les jeunes comme Edge que j'ai rencontré, Orlando, des jeunes qui lave des voitures, qui a créé son entreprise, un jeune restaurateur que nous allons accompagner. Ensuite,
Nous sommes rendus à Sonis où il y avait à chaque fois il y avait 15-20 jeunes. Et ensuite à Confleuret, j'ai même fait un peu de sport avec les jeunes. Donc c'est ça qui nous manque, que nos médias, que certains médias puissent aller discuter avec les jeunes calmement pour leur demander ce qu'ils veulent, parce qu'ils se sentent rejetés, abandonnés. Et hier soir, j'ai reçu un message d'un homme qui me disait « Je me sens rejeté dans mon propre pays et voir que le président de région m'appelle chez moi pour me parler, pour m'accompagner, j'ai envie de pleurer. » Eh bien c'est cela, être au plus proche de la population, c'est ma devise, c'est mon travail. UniTV signé Charlie Dagonia. Et en marge de la plénière, des salariés affiliés à la CGTG étaient mobilisés devant l'hôtel de région. Avec la fermeture de la centrale Énergie Antilles, un plan social a débuté. 5 salariés ont d'ores et déjà été licenciés. Les syndicalistes souhaitent donc provoquer un électrochoc pour que la nouvelle commission énergie reprenne à bras le corps la programmation pluriannuelle de l'énergie bloquée depuis près d'un an et puisse mettre un terme aussi justement à ces licenciements. On écoute Jean-Pierre Banen, délégué FE-CGTG, au micro de Charlie Dagonia. Aujourd'hui, précisément, nous venons pour participer à la plénière là, qui était prévue pour la mise en place des différentes commissions et singulièrement la commission énergie. En centrale fermée, arrivant en bout à contrat, tout contrat est renouvelé. Nous faisons un travail avec la région Guadeloupe pour poursuivre l'activité à centrale là, mais avec une énergie propre qui est le bioliquide. C'est une énergie renouvelable qui est présentée. Le propriétaire là, depuis 2018, proposé un projet de reconversion à ce site là au bioliquide. C'est-à-dire, on a dit bioliquide, c'est énergie verte, c'est l'huile qu'on nous TP, qu'on nous dit aussi, développer en filière ici également. Et donc, voilà-t-il pas que PPE là, ça, que la région validé le 6 novembre en commission permanente, M. Richardus validé, commission permanente là, ça, voyez à l'issue PPE là, ça, pour l'État. Nous avons demandé à la région d'être à côté pour demander l'État pourquoi PPE là, ça bloqué. Depuis plus de 12 mois, là. Eh bien, nous avons demandé simplement que nous poursuivions les travaux, que nous également fait arrêter le licenciement là qu'on a tenté faire là, parce que j'ai 5 salariés qui ont licencié en centrale là, d'accord, qui a manqué encore plus d'une quinzaine qui là, parce qu'il y a des salariés protégés. Donc nous avons demandé qu'une nouvelle fois, que l'ensemble des partis, à savoir le président de région, le préfet de la région Guadeloupe, que l'organisation que nous représentons, que nous avons tout en table pour nous arrêter la vague de licenciement là et que nous redémarrer rapidement de la centrale là. Retour maintenant sur la visite du président d'Initiative France. Ce dernier est venu saluer ses homologues du département afin d'aligner leur vision sur la création d'entreprises en cette période de crise économique et de reprise. Le reportage. Ce qui est formidable ici en Guadeloupe, c'est qu'avant le Covid, il y avait une croissance déjà très forte. Aujourd'hui, il y a de nouveaux besoins, particulièrement autour de l'environnement, le recyclage, le circuit court, les services de proximité. Et tout ça, c'est beaucoup d'opportunités pour créer son entreprise ici en Guadeloupe. Et en fait, les gens ne le savent pas, mais il y a énormément d'aide et d'accompagnement. Nous, ici, Initiative Guadeloupe, notre métier, c'est d'accueillir toutes celles et ceux qui ont envie de créer leur entreprise, de les aider à transformer leur idée en projet, le projet en entreprise, l'entreprise en emploi, et après, ça fait du développement économique. Et pour ça, il y a des prêts à taux zéro, et tous ces services-là sont entièrement gratuits. Les demandeurs d'emploi, les ressortissants du RSA, même les autres salariés ont besoin de trouver un retour, enfin de travailler sur un retour à l'emploi. Alors, le retour à l'emploi se fait par l'embauche, mais se fait aussi par la création d'entreprises. Et en Guadeloupe, sur les années précédentes, on a créé entre 150 et 200 entreprises et parfois 300 emplois. Donc je dirais que la demande, elle existe. À nous, Initiative Guadeloupe, d'aider ces gens
porter leur projet, le transformer, à les soutenir et ensuite à les aider à le financer. Et ensuite, on les accompagne pendant 3 à 4 ans dans la poursuite de leur activité pour qu'ils puissent évoluer. Nous avons aujourd'hui des entreprises qui ont créé 20 emplois, 25 emplois. À l'échelle de la Guadeloupe, c'est beaucoup. Là, on sort de la période Covid où tout le monde était un peu timide, tous les projets sont repoussés. L'objectif, c'est probablement d'ici 18 mois, chaque année, d'aider 300 personnes à créer leur entreprise et donc d'avoir derrière probablement 500 ou 700 emplois nouveaux à chaque fois. Mais ce qui est formidable, c'est l'innovation, c'est l'imagination des habitants de ce département pour créer des services de demain, pour créer les entreprises de demain. Et ça donne envie de les aider, de les soutenir dans la durée. Et maintenant, je reçois Laurence Romana, qui est chercheur à l'Université des Antilles, mais également membre du groupe de technologie des surfaces et interfaces. Bonsoir, Madame Romana. Bonsoir. Donc, visiblement, vous avez décroché un appel à projet. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de la nature de ces travaux? Bien. Alors, si vous permettez, avant de parler des travaux, je vais essayer de replacer le contexte. Donc, c'est des travaux de recherche qui vont être portés sur des polymères, donc la matière plastique. Voilà. Principalement les plastiques? Principalement les plastiques. Donc, il faut savoir que les plastiques, si on regarde dans le contexte mondial, c'est 400 millions de tonnes par an de plastique produits, 30% recyclés. Donc, ça fait beaucoup de... 30% mis dans l'environnement, donc ça fait beaucoup de plastique qui pollue notre environnement à l'échelle mondiale. On a même un 6e continent de plastique qui dérive. Donc, il y a le 6e continent, il y a les microplastiques dont on entend parler maintenant, puisque ces plastiques, quand ils se dégradent, évidemment, deviennent à l'échelle micrométrique et se perdent dans les sols, les eaux, et voilà. Donc, évidemment, pour lutter contre cette pollution, il y a plusieurs leviers d'action. Il y a celui qu'on connaît maintenant, qui sont la limitation des plastiques à usage unique. Et nous, à travers ce projet, on va surtout s'intéresser à la durabilité, à augmenter la durabilité des matériaux plastiques. L'idée étant ici que si jamais la matière plastique dure plus longtemps, eh bien on réduit évidemment les déchets, ça évite d'en acheter trop. Voilà. Donc on travaille donc, là-dessus. Si elles prennent autant de temps à pourrir finalement qu'à se dégrader, on peut les conserver pendant peut-être des périodes très le plus longtemps possible, voilà. Et ça touche, alors si je reviens maintenant dans le contexte local, chez nous, ça nous touche d'autant plus que nous avons des conditions climatiques très agressives pour ces matériaux, à savoir des taux d'irradiation élevés, et ces matériaux-là n'aiment pas les ultraviolets. Nous avons des températures moyennes très élevées, et ça non plus, ils n'aiment pas trop la température, et nous avons des taux d'humidité élevés. Donc tout ça fait que finalement, notre environnement naturel est déjà très agressif vis-à-vis de ces matériaux-là. Et en général, lorsque on reçoit des matériaux qui sont normés et qui ont une durée de vie de 10 ans, eh bien, on voit bien chez nous, il suffit de regarder la peinture, il suffit de regarder les voitures, il suffit, on a des exemples à l'appel, ces matériaux-là se dégradent trop vite. Donc l'idée ici, dans ce projet, on a trois leviers d'action. Le premier levier d'action, c'est... alors je vais peut-être revenir rapidement pour dire quand on veut utiliser, de façon générale, quand on veut mesurer la durabilité d'un matériau plastique, on va le mettre dans ce qu'on appelle une enceinte de vieillissement accéléré. Parce que si on le laisse vieillir naturellement, il va prendre 10 ans. Vous comprenez bien que l'industriel, il veut avoir la réponse beaucoup plus tôt. On est d'accord. Donc on le met dans des vieillissements, dans des enceintes de vieillissement accéléré avec des protocoles définis. Et le problème, c'est que ces protocoles ne sont pas adaptés à nos climats. Donc nous, dans ce projet-là, on va... Je pense très rarement aux climats tropicaux. Oui, je ne sais pas, c'est bizarre. Peut-être que le marché n'est pas assez grand, voilà, ça doit être ça, peut-être. Pourtant, il y a là quand même ceinture subtropicale, mais c'est comme ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est trouver les protocoles qui fonctionnent pour nos climats. Et donc pour ça, on va faire varier les protocoles dans les enceintes de vieillissement accéléré et en même temps, on va exposer. Donc on va travailler sur... Parce qu'ici, on a des microclimats aussi. Donc on va travailler sur 3 sites naturels différents où on va déposer les échantillons et corréler le vieillissement naturel et le vieillissement accéléré. Alors ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de trouver des méthodes flash, parce qu'en vieillissement naturel accéléré, il faut des fois attendre 5 mois. Et tout ça, c'est long pour les industriels. Les industriels sont toujours très, très pressés. Donc on va aussi développer des enceintes de vieillissement ultra rapides, toujours en s'assurant que c'est corrélé au vieillissement naturel. Et puis on va aussi développer des méthodes innovantes de caractérisation à l'échelle mécanique et physico-chimique de la dégradation des matériaux polymériques. Enfin, après, le troisième axe, c'est évidemment d'être force de proposition pour des nouvelles formulations qui seraient mieux adaptées. Et donc l'idéal, ce serait donc de proposer des solutions plastiques aux industriels guadeloupéens
soit pérenne. Voilà, et que ça soit des matériaux, parce qu'en Guadeloupe, on a très peu encore, hein, donc ça c'est quelque chose à développer, mais on peut très bien avoir élaborer des matériaux biosourcés, mais on aura besoin de les caractériser. Donc ça aidera aussi, ça aidera l'industriel quand il importe un matériau A ou B, de savoir assez rapidement si le matériau A est plus durable que le matériau B. Voilà. Alors, est-ce que les fonds ont été mis à disposition de votre projet? Alors, pour ça, d'abord, alors j'ai oublié de vous remercier, quand même, je tenais à le faire, de nous inviter pour parler d'un des projets de recherche de l'Université des Antilles. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là en est un. Pour réaliser ce projet, qui est un projet collaboratif, et ça, c'est bien parce que Synergie l'a développé depuis quelque temps, ces projets collaboratifs. Et pourquoi ils sont collaboratifs? C'est qu'ils vont mettre des industriels et des chercheurs ensemble pour trouver une solution à une problématique donnée. Voilà. Alors nous, on a comme partenaire industriel, hein, on a 2 partenaires industriels, la CEVAR, qui a une expertise dans les enceintes de vieillissement accéléré et puis en vieillissement naturel, EDF Énergie Renouvelable, qui est venu avec une problématique sur la durabilité des revêtements des panneaux photovoltaïques. Et le laboratoire de chimie, d'agronomie industrielle de l'Institut national polytechnique de Toulouse, qui eux vont nous aider dans la formulation. Et après, il y a le GTSI qui est porteur du projet. Et nous, notre expertise, c'est les caractérisations physico-chimiques et la caractérisation des propriétés mécaniques, micro, nano, enfin multi-échelles. Voilà. Alors, pour en revenir au financement, parce que je n'ai pas répondu à votre question. Oui. Donc, les financements, comme ça a été un appel à projet qui a été lauréat, donc on a eu les financements en 2020. Donc, ce sont des financements PO-FEDER, donc l'Europe et la région Guadeloupe. Voilà. Principalement. Donc, en tout, le montant de ce projet-là, c'est 1,3 million d'euros, avec une participation de chaque acteur entre 15 et 25%, selon qu'ils soient industriels ou du domaine public. Donc même les industriels ont mis la main à la poche? Alors, ils ont mis la main à la poche, et des fois la main à la poche, c'est de la location de matériel, c'est c'est pas toujours de l'argent sonnant. Enfin, on va dire des moyens mis à votre disposition aussi pour faire avancer justement cette recherche. Voilà. Très bien. Brevet à l'issue? Peut-être, on verra. Alors là, en juin 2020, il y a eu le Covid, donc on a quand même bien avancé, hein, mais voilà, là, on met les bouchées doubles. Là, en ce moment, on met les bouchées doubles parce qu'il faut rattraper un peu le temps perdu. Merci beaucoup, Madame Romana, en tout cas d'être venue nous présenter ce projet d'Homme Dur Mat, qui consiste effectivement à prédire la durabilité des matériaux plastiques et avoir des solutions beaucoup plus adaptées à nos climats tropicaux. Il faut y penser. Vous avez tout compris, voilà, c'est parfait. Merci beaucoup encore, Madame Romana. Et on enchaîne maintenant avec la signature de convention territoriale globale entre la CAF et la ville de Capesterre-Bellhouf. Le reportage. La Convention territoriale globale, c'est une convention qui est au service de la population, avant toute chose. Nous avons travaillé sur différentes thématiques, différents axes, tels que la petite enfance, la parentalité, ou encore tout ce qui est lié au cadre de vie, à l'animation de la vie sociale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Capesterre-Bellhouf, nous avons travaillé par bassin de vie. Cette collaboration qui est contractualisée à travers de cette convention avec la CAF nous permet donc de pouvoir mutualiser les moyens pour une réponse qui soit beaucoup plus efficace, mais surtout une réponse qui se fasse en dehors des murs. C'est-à-dire que là, nous créons des conditions pour que celles et ceux qui ont des difficultés à se déplacer, qui ont perdu confiance dans les institutions, que nous puissions aller à leur rencontre et créer ce maillage directement dans leur quotidien. L'accès aux droits est un enjeu stratégique de la Caisse d'allocation familiale et le fait d'avoir signé cette convention avec Capesterre est très important parce que les usagers vont pouvoir accéder à tous leurs droits. Alors je parle d'usagers mais aussi des allocataires, hein. Et cette partie d'accès aux droits va nous permettre avec la ville de Capesterre de mettre en place des actions, de mettre en place des partenariats afin de favoriser l'accès aux droits, d'accompagner les usagers de Capesterre. Je dirais indispensable pour nous de pouvoir apporter plus de cohérence et de cohésion dans le cadre des politiques publiques que nous mettons en place, surtout quand il s'agit d'apporter un mieux-être, accompagner la population dans leur quotidien. C'est notre rôle et c'est la raison pour laquelle nous allons déployer un certain nombre d'actions avec la ville de Capesterre, parce qu'il faut aller vers nos usagers, aller vers nos allocataires et nous avons ce devoir d'accompagnement pour les aider justement à bénéficier de tous leurs droits. Donc c'est notre rôle d'être devant avec eux, de les accompagner.
Place maintenant à une rencontre culturelle qui s'est tenue aux Abîmes. Plusieurs intervenants se sont portés volontaires afin d'échanger sur différents thèmes, sur le Katshimain, retour dans le temps sur l'histoire de notre civilisation. L'objectif, songer l'Anouye, Poussave, l'Anousotsi et en quelle direction nous caille, affirme Didier Manette, responsable des éditions Negmaron. Une bonne manière de valoriser et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Le reste en images. Ça correspond à l'esprit des éditions Negmaron, nous en bon pied mango et c'est là aussi mon cas fait transmission, si mon cas jouer ou cas vivre nous ici et l'idée là c'était vraiment que nous parler de nous sembler pour nous parler des belles théâtres qu'il tient en nous, donc ça correspond parfaitement à l'esprit de manifestation là. C'est pas de la Guadeloupe qui a lancé une opération en l'entour de vivation en nous, donc gens nous qu'à vivre et les éditions Negmaron effectivement nous n'y pas en nous dans ça parce que nous avons marqué vivre en sens là ça, donc c'est important que nous sembler avec les Abîmes aussi qui dit ok banco et nous sembler pour nous parler de nous parce que si nous pas parler de nous pour monde peut parler de nous, si nous pas valoriser nous, pour monde peut valoriser nous. Donc c'est nous à valoriser ça nous qu'a fait pratique en nous et c'est nous aussi à transmettre aux nouvelles générations et quand nous avons des petits monde qui là, donc ça fait nous plaisir en pile. Le thème du Katshimain, il est vraiment le carrefour, pourrait-on dire en français. D'ailleurs, pourquoi se justifier pour dire on va apprendre en français ou bien on va apprendre en créole? C'est parce qu'aussi, il faut le reconnaître, la civilisation que nous avons formée, elle est née d'un conflit. On dit qu'elle est née d'apports différents, de gens qui l'ont fécondé. Elle est née de choc. Ni un historien qui c'est M. Franck Garin qui est poney en côté historique à l'entourage. Je dis je nous parler des Katshimain principalement, donc qui mène une vision historique là. Nous avons Birman Setor qui mène une vision à maquette parole, qui sont auteurs et également agrégés de lettres, et on y moins qui mène l'aspect à conte légende. Nous voit Benzo aussi passer dans d'autres mots. Voilà, nous avons parlé de nous et nous semblait en public aussi qui répondent favorablement à ça, même si nous en plein la semaine. Ça fait partie de nous et une obligation de transmission. Nous avons parlé tout à l'heure, voilà, c'est si nous annonçons le PSUI, puis il y a puis il y a l'école, puis il fait tout le bitin. Donc, comment transmettre ça? Qui gens nous a fait d'autres générations ni ça? Donc, c'est important que nous parlions de ça. Parler de qui gens nous casser des itinéraires, toujours de qui jeter en sous caca. Aussi bien ça va paraître naturel pour certains, parce qu'ils vivent ça. Quand on dit des petits mouns jeudi, là, je sais pas passer. Et puis, quand réussi à imaginer ça, parce que c'est tellement loin. Alors que finalement, dans le temps, ça passe si loin que ça. Dans le temps, ça tourne. Donc voilà, donc c'est tout dans l'esprit à ça que nous avons fait. Parler des connions sous caca, quoi faire avec, sous quoi arrêter pour tapis, sous quoi arrêter la ville. Donc voilà, donc c'est toute culture nous. Et l'objectif, c'est que nous songions ça nouiller, pour savoir là nous sortir, pour savoir quelle direction nous caille. Un reportage signé Stanley Manicor. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Une petite information qui vient juste de tomber sur mon téléphone, à savoir effectivement que l'Assemblée nationale a rejeté un amendement de la députée Ménard qui visait à mettre un terme justement au pass sanitaire. Une fois la pandémie terminée, eh bien cet amendement a été rejeté comme tous les amendements qui sont présentés à l'Assemblée nationale depuis le début des débats mardi. Donc voilà, le journal est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. À venir sur Canal 10 Télévision, vous retrouverez Yvelisse Boisset pour ses politiques. Elle recevra le préfet de région Alexandre Rochat avec qui elle fera un point sur la situation sanitaire en Guadeloupe. Il a d'ores et déjà annoncé qu'une 4e vague était en train de déferler sur notre île notamment et que des mesures devraient être prises dans les jours à venir. Yvelisse tentera d'en savoir un peu plus effectivement. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Juliette Saint-Hilaire, bonsoir à Nati Papillon, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Mieli Pop, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Moïse Aubin Caramel, bonsoir à Jean-Michel Charles-Éric, passé Jean-Michel, bonsoir à qui d'autre, à Jimmy Kamagouva Aliar, j'espère que tu vas bien Jimmy, bonsoir à Béatrice Nourel Mamillonne, bonsoir à qui d'autre, à Johanna bonsoir également à Jimmy
Ah non, c'est bon, on est déjà passé sur Jimmy. Bonsoir à Marie-Lou, bonsoir à tous les internautes en tout cas qui nous suivent sur Canal 10 Télévision. Restez branchés. Après la pub, Yves reçoit le préfet de région Alexandre Rochat et l'antenne sera ouverte. Vous pourrez appeler au 96 10 10. A tout de suite.